Bon, merci à toutes et à tous d'être là. Bonjour, on est super content d'être ici. Ouais, pour les 10 ans de Devox, franchement, on est dosé. Cool. Ouais. Alors certains d'entre vous ont peut-être été intrigués par le sous-marin nucléaire qui est sur l'image et dans le titre. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas du tout parler de système embarqué, mais on va plutôt parler d'autonomie. Ouais. On va même parler d'autonomie dans un contexte qui nous est un peu particulier, qui est celui d'Agicap, qui est une scale-up en hypercroissance. Alors, on va définir tout ce que c'est, ce qu'est une scale-up, l'hypercroissance. Ne vous inquiétez pas. Peut-être, on a un bouquin à faire gagner, Turn the Ship Around de David Marquet. Donc, pour le faire gagner, ça va être très simple. Si vous avez Twitter sur votre téléphone, c'est de tweeter un maximum, de couvrir la session. Vous pouvez vous moquer de nous, vous pouvez faire des citations, des photos, enfin, soyez créatifs. Il y a un juge de paix là, au premier rang, Bruno, en qui j'ai un peu confiance, voilà, qui va regarder à la fin, il nous dira qui a gagné le bouquin. Non, il n'y a pas d'hashtag spécifique à part, si, Devox FR, parce que sinon il s'en sortira pas. Voilà. Bon, Devox FR, c'est tout. Ouais. Ok, qu'est-ce que... On peut se présenter peut-être avant. Ouais, t'as raison. Donc Thomas Pierrin, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça fait 24 ans qu'il fait du dev. Il a été architecte, tech lead, développeur, tout ça. Il est passionné de Domain Driven Design et c'est même pour ça qu'il anime DDD France. Et il nous a rejoint chez Agicap en tant que VP of Engineering il y a un peu plus de 6 mois. Mm. Et du coup, maintenant, il n'a plus le temps de coder, plus le temps d'aller en conf. Il s'occupe des gens. C'est ça, je m'occupe des gens. Pauline Chamin, ça fait 8 ans que tu devs. Elle a plus de leadership et d'énergie et des bonnes idées que moi après plus de 10 ans. Elle m'impressionne beaucoup. Elle est passionnée par le DDD comme beaucoup de gens chez Agicap. Domain Driven Design, on en parlera un peu plus tard après pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Les systèmes back, l'orienté objet, la démarche SRI aussi, qui te plaît bien, ça tombe bien parce qu'on a initié tout ça chez Agicap. Et puis, quand tu cours pas, c'est la plus sportive, je pense, de toute la boîte. Quand elle court pas, elle est en train de dévaler les pentes des Alpes à ski ou à vélo. Ok, écoute, Bon, autonomie. yes. On a dit qu'on avait parlé d'autonomie, mais du coup, dans le contexte qui est le nôtre, donc la scale-up en hypercroissance. Donc, quand on dit scale-up, c'est quoi? En fait, c'est une start-up qui a pris un peu des stéroïdes, qui a validé son business model et qui est en pleine expansion. Pour vous donner un ordre de grandeur, moi, je suis arrivée il y a un peu plus d'un an. On était 120 employés, là, on est plus de 500. Et dans l'équipe tech, on devait être une quinzaine. Et maintenant, on est plus de 140 développeurs. C'est ça, pour 60 produits. Donc ouais, ça grossit vite. Effectivement, alors on imagine bien que dans un contexte pareil, si chaque décision ou initiative doit être validée par un ou une chef, on n'est pas sorti des ronces. Donc c'est pour ça que l'autonomie, c'est un truc indispensable et qui va nous intéresser. Ouais, sinon, pas d'hypercroissance, c'est plutôt hyper frustration et hyper stagnation. C'est ça. Et donc, start-up, qu'est-ce qui t'a attiré toi dans le... Justement, moi je suis allée en start-up parce que j'en avais un peu marre de ces X couches hiérarchiques. C'est vrai qu'en tant que dev, on aime bien faire un peu ce qu'on a envie, tester des trucs, tout ça. Et j'avais envie d'avoir de l'autonomie et j'avais pas envie d'être bloqué ou de dépendre d'un architecte dans sa tour d'ivoire comme beaucoup de gens. Donc voilà. Mm. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre une start-up? Moi, c'était le pognon. Ok. Mais- Faudra, faudra qu'on Non. faudra qu'on parle après la conf. Oui, non, c'est une blague, c'est une blague. Non, plus sérieusement, j'en avais un peu assez. Toutes ces dernières années, accompagner des clients à sécuriser des projets un peu critiques, etc. J'ai kiffé, mais j'avais un peu l'impression de faire les vendanges à chaque fois et jamais boire le vin. Et Dommage. donc là, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir me poser un peu, poser mon sac, poser mes affaires, m'investir à fond, comme j'ai l'habitude de le faire d'habitude, mais cette fois-ci, pouvoir boire le vin une fois qu'on aura vendangé et fait le truc. Donc c'est ça qui m'a poussé à rejoindre, quoi. Euh, Oui, et puis tu as eu des petits soucis aussi dans tes anciennes des expériences. petits soucis, non, je sais pas, mais en tout cas, des relations à la prise de décision qui étaient un peu compliquées dans certains contextes. Et donc, du coup, moi, dans mon imaginaire, une scale-up, ça doit prendre des décisions rapidement, ça doit décider vite, enfin, tout ça. Donc, c'est ça qui m'a motivé aussi, quoi. Ouais, quand tu dis des structures qui n'étaient peut-être pas au top de l'efficacité, c'est un euphémisme, non? T'as pas des petites histoires autour d'autonomie justement à nous raconter? Alors, j'ai signé plein de NDA, donc il y a plein de trucs que je peux pas raconter. Non, je peux prendre une petite histoire un peu mignonnette. On était dans une grande banque d'investissement, on devait faire une application de trading, et en fait, pour pouvoir faire ça, on avait besoin d'un référentiel d'instruments financiers. Et donc, on avait besoin d'un référentiel, ça tombait bien, il y en avait un central pour toute la banque qui produisait un ensemble
la liste de tous les instruments financiers sur lesquels nous, après, on allait se baser pour construire, c'était un pricer, pour faire des trucs, quoi. Le problème, c'est très souvent, en fait, la vision qui était dans le référentiel était un peu datée par rapport à ce qui s'était passé dans le monde réel. Et nous, on était assez proche de ce qu'on appelle le front office dans une banque d'investissement. Et du coup, il y avait plein de changements qui devaient être pris en compte. Et pour changer ça dans le référentiel central, il fallait prendre son téléphone ou créer des tickets, faire un ticket Jira, pour demander à ce que le changement soit fait. Et en fait, le changement, il arrivait quand il arrivera. C'était un peu la réponse qu'on nous donnait, c'est-à-dire que le SLA, le niveau de réactivité de ce service-là très central et qui est valable pour toute la banque, donc on comprend bien pourquoi c'est compliqué de couvrir tout le monde, c'était presque un mois. Donc on s'est dit, nous, ça nous coûtait vraiment en énergie, en temps et puis en sous aussi pour nos utilisateurs. Donc on s'est dit, tiens, on va faire les malins, on va créer notre référentiel central. Privatif plutôt. Et donc voilà, on a fait ça, on s'est fait notre petit référentiel instrument à nous. On allait une fois par jour choper les instruments du référentiel central, et puis on allait surcharger localement. Quand il y avait un problème, du coup, on avait la main, puisqu'on avait notre cache locale qui permettait de surcharger, quoi. Donc voilà, c'était une façon de prendre l'autonomie, on va dire, dans une équipe où tu es en bout de chaîne, dans une grosse structure, quoi. Toi, tu as un exemple un peu qui te... Ouais, après, on n'était pas vraiment bloqué, mais c'était un peu comme toi. On était donc pareil dans une ancienne boîte, et en fait, on avait besoin d'un service pour gérer des documents de manière transitoire. En fait, on voulait récupérer des documents du client et les stocker sur un bucket et pouvoir les sécuriser avant de les injecter dans un système de gestion documentaire, donc une GED pour ceux qui connaissent, comme il y a dans tous les grands groupes. Et du coup, ce système de GED, il n'était pas disponible 24/24, c'était compliqué d'injecter des trucs dedans. Du coup, voilà, on avait juste besoin d'un petit système où on pouvait mettre des documents que le client nous envoyait et on pouvait les sécuriser. Et après, tranquillement, quand on pouvait, les injecter dans la GED. Sauf que moi, je suis allée voir l'équipe GED et je leur ai dit, on a besoin de ce petit service, vous pouvez nous le faire et tout. Ouais, pas de souci, Pauline, dans un an et demi. Sauf que nous, non, on mettait en prod dans pas longtemps. Fallait qu'on lance le MVP. Et d'ailleurs, il y a des anciens de ce projet dans la salle, je vous ai vu. Et du coup, on était en archi microservice, il fallait qu'on y aille, tout ça. Donc ce qu'on a proposé, c'est ce service-là, finalement, c'est une nouvelle fonctionnalité, donc on va le faire en fait. On va le faire, donc on a fait ce service, donc c'était un service de documents transitoires. On s'est dit, on va le faire pour toute la boîte, comme ça tout le monde pourra stocker des documents, et c'est parti. Donc tu vois, des fois, l'autonomie, il faut la prendre, quoi. Ça fait penser à l'histoire de Jack, un ancien collègue aussi, qui on avait un peu marre d'attendre sur de l'infra et sur la partie ops. Et donc du coup, il s'est dit, j'aimerais bien être autonome complètement, moi et mon équipe. Donc il a fait la demande. Ça tombait mal parce que les ops étaient très 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 occupés sur une grosse migration, donc on n'avait pas beaucoup de disponibilité côté ops, mais bon, il l'a fait quand même, il a su trouver les mots, et puis alors il y avait un peu de formation parce qu'on ne se met pas à du Cube, de l'Argo CD et compagnie du jour au lendemain, il y a un peu une petite marche, mais bon voilà, ils se sont lancés et sa promesse c'était si tu m'expliques comment faire, après moi je suis tranquille, je m'occupe de ma prod et puis je t'embête plus, quoi. C'était un peu ça le truc. Donc voilà, c'est une autre façon de prendre son autonomie. Alors il arrêtait pas de dire à tout le monde, putain, tout le monde devrait faire comme nous, c'est comme ça qu'il faut qu'on bosse, etc., etc. Alors que les autres attendaient un peu. Ça a l'air un peu beau quand même ton histoire. Il a eu de la chance, non? Ouais, bon. Alors en fait, en vrai, pour lui, c'était meilleure vie. Hein. Pour lui, c'était kiff total. Ils ont pu effectivement être autonomes. Alors pas aussi rapidement que ce qu'il avait imaginé, parce que en fait, au-delà du setup initial, il y avait plein de choses. Enfin, c'est un métier quand même aussi. Faire du support de prod, surtout sur des infrastructures aussi complexes que ça. Et donc du coup, non, l'impact c'était pour les autres. Alors déjà pour le SRI, l'Ops qui l'avait aidé et qui avait accepté de l'accompagner au début pour setuper la plateforme, finalement c'était beaucoup plus chargé que ce qui avait été annoncé au début, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la route. Donc au lieu de travailler sur la migration qui était hyper importante, attendue par tout le monde, y compris le métier, cet opérationnel-là, il commençait à sentir un peu la pression monter. Et puis il ne savait pas trop dire non. Donc en fait, Jérôme, avec son charme légendaire, arrivait à le faire faire ce qu'il voulait, quoi. Et donc en gros, ça commençait à prendre l'eau. Et non seulement l'équipe Ops, série, mais aussi toutes celles et ceux qui attendaient derrière sagement que la migration ait lieu pour pouvoir retravailler avec les séries et les Ops. Donc oui, c'était un peu plus compliqué que ça. Effectivement, quand on ne voit pas toute la big picture, parfois on peut se dire c'est une super bonne idée et tout le monde devrait bosser comme ça, mais c'est pas forcément le...
Bah, maintenant que tu le dis, ouais, sur mon histoire de service de documents transitoires, c'est vrai que nous, on était contents, on avait livré, on était débloqués, on pouvait aller en prod, et on s'est dit, bah, trop bien, ce service, il va servir à tout le monde. Et en fait, le truc, c'est que bah, comme il y avait documents dans le nom du service, et que les bonnies de contexte, ils étaient un peu découpés à la hache, bah, ce service, au final, il allait dans la responsabilité de l'équipe GED. Et eux, ils étaient plutôt sur un monolithe legacy, avec encore du SOAP, enfin vraiment le truc bien comme on les aime. Et du coup, bah, quand on leur a refilé le bébé, ils étaient en panique en fait. Ils se sont dit mais c'est quoi ça? Nous on fait pas de microservices, on déploie pas sur OpenShift, on fait pas de Spring, on fait pas de Java. Enfin si, ils faisaient du Java quand même, mais une vieille version. Du coup, ils étaient vraiment en panique. Et c'est vrai que bah, y avait plein de trucs qu'on n'avait pas, sur lesquels on s'était pas mis d'accord. Notamment, bah, on aurait pu faire des contract tests, on aurait pu regarder un peu plus les interfaces. Typiquement, la base de données, eux, ils voulaient qu'on soit vraiment conformiste par rapport à leurs normes de développement et puis leurs normes sur la base de données, le nom des colonnes, tout ça. Et nous, on était partis sur un standard bah, qui était le nôtre au final. Et du coup, bah, conclusion, on a dû tout recoder. Ouais, vous aviez beaucoup d'implicites qui n'avaient pas été explicités, et du coup, à un Exactement. moment donné, tu peux Ouais. On s'était mis d'accord, mais c'était brouillon. Et en fait, avec le recul, il aurait fallu bah, vraiment définir les responsabilités dès le départ et peut-être faire des contract tests, des choses un peu... voilà. Se mettre d'accord. Ouais, en fait, c'est vrai que quand je repense aussi à ma première anecdote, là, dans la grande banque d'investissement, en fait, il y avait deux problèmes à ce référentiel local, enfin au moins deux problèmes. Le premier, c'est que bah, nous, on arrivait à corriger pour nous, mais en fait, on faisait bénéficier personne d'autre des mises à jour sur les instruments. Les instruments, ils changeaient dans la vraie vie, dans la street view, comme on dit, mais nous, on corrigeait nos trucs, mais tous les voisins, les copains, copines, tous les autres consommateurs, bah, ils bénéficiaient pas, on va dire, de ces fixes. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, comme on avait fait ça un peu à l'arrache, parce que c'était pas prévu, on n'avait pas prévu, nous, d'attendre un mois, et donc, du coup, de faire un référentiel local, etc., par rapport au projet qu'on devait délivrer. Du coup, on a été un peu naïf ou optimiste, et du coup, notre mécanisme de surcharge faisait que dès qu'on avait surchargé un instrument en local, c'était fini, le référentiel central n'allait plus jamais le mettre à jour. Il n'y avait pas d'histoire de timestamp, de machin, etc. Donc c'était un peu naïf, on comprenait pourquoi, mais du coup ça nous a occasionné quand même pas mal de problèmes, effectivement. Donc bon, j'ai l'impression que dans toutes nos histoires là, on a été un peu naïf, ouais. hâtif, naïf, optimiste, un peu impatient. impatient parfois. Et si le sujet de l'autonomie était un peu plus complexe que ça? Ouais. Moi j'ai l'impression, Ouais. c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir du côté de David Marquet, justement, l'écrivain de ce livre, qui est devenu un peu une référence mondiale en termes de management et d'autonomie. Et on va pouvoir un peu voir ce qu'il en pense. Yes. Bah, c'est ce bouquin, là, Turn the Ship Around, effectivement. Voilà. Donc David Marquet, c'est un commandant de la Navy américaine qui a écrit ce bouquin, Turn the Ship Around. Et du coup, c'est comment donner de l'autonomie aux équipes. Et c'est vraiment devenu une référence, une référence littéraire vraiment dans le monde du management et de l'autonomie. Ouais. Il y avait quoi avant, en fait parce que pourquoi il est arrivé à ce... Bah ouais, en fait, David Marquet, il arrive dans la Navy et le management, ça ressemble plutôt à ça. Donc, un management par la tendresse. On est vraiment dans un moule leader-follower, quoi. Donc, le commandant de bord a tous les pouvoirs. Il donne ses ordres et les autres attendent que les ordres tombent, finalement. Et du coup, bah, il y a un petit risque quand même, parce qu'en fait, sur un sous-marin nucléaire, il faut quand même être réactif, il faut savoir prendre des décisions. Et si on attend que le chef valide qu'on puisse aller aux toilettes, ça devient compliqué, quoi. Clairement, il faut aller très vite sur certaines actions, et donc effectivement toute la chaîne de hiérarchie, les process et tout, c'est ce dont il s'est rendu compte, effectivement. Voilà, donc du coup, lui, il arrive dans la Navy, donc il est commandant. On lui donne un sous-marin, en plus, un sous-marin hyper sous-coté, donc l'USS Santa Fe, un bon sous-marin legacy, on va dire. Et en fait, il fait le tour du sous-marin, et là, il se rend compte que tout le monde est démotivé. Les gens sont tous passifs, en fait, ils attendent des instructions. Et là, il se rend compte que le management leader-follower de la Navy, c'est peut-être pas idéal. Et surtout, il fait ce constat alarmant, il se dit mais c'est hyper dangereux et comment on fait pour changer ça, quoi. Et c'est vraiment tout l'objet de son livre. En plus, les gens, ils sont sous-cotés, mais ils ont tous des capacités, enfin, ils ont vraiment de l'expertise, etc. Ils se rendent compte c'est ça le pire, c'est que les gens sont hyper qualifiés, ils ont tous des certifications, etc. Mais voilà, ils sont en mode passif, ils attendent les ordres et ils sont vraiment démotivés. Et donc du coup, David Marquet, ce qu'il essaye de faire, c'est de renverser la vapeur, d'où le titre. Et du coup, comment il s'y est pris? Je propose que, sans expliquer tout le livre, parce que c'est chiant, on regarde quelques-unes des citations qui nous ont inspirés. Ok. Première? La première, c'est donner des responsabilités. Forcément, si on ne donne pas de responsabilités, on ne peut pas avoir des gens qui sont leaders. C'est logique.
Après, pour donner les responsabilités, il faut que les managers et manageuses ils sachent un peu lâcher prise. Et donc, en gros, c'est d'être capable de donner ce contrôle-là et de le lâcher. Ça, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, d'autant plus que quand tu as des postes à haute responsabilité, tu as beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que si ça foire, ça va être pour toi, en fait. Donc, il y a cette dualité-là à assumer, qui n'est pas évidente, effectivement. Et une technique qui met en place, c'est en fait, plutôt que quand les gens viennent le voir, en fait, plutôt que demander chef, qu'est-ce que je dois faire, en fait, il les pousse à dire j'ai l'intention de faire ça, et ensuite lui il valide. Donc le fait de passer en mode j'ai l'intention de faire et pas qu'est-ce que je dois faire, bah forcément ça fait prendre ses responsabilités aux équipes. Ça, lui, il donne le but, et effectivement, après, il demande aux gens de faire des propositions. Qu'est-ce que vous me recommandez? Qu'est-ce que vous nous suggérez, lieutenant, ou je sais pas quoi, et voilà quoi. Donc effectivement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est donner des objectifs clairs, mais pas de procédure. Donc il y a un exemple qui est marrant dans son livre, c'est qu'à un moment donné, il y a un incendie, et en fait la procédure, c'est celui qui est de quart, donc qui est un peu d'astreinte, quoi, qui doit éteindre le feu. Et en fait, il y a des gens devant le feu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher le gars qui est de quart. Et en fait, non, en fait, on veut que tu prennes ton extincteur et que tu éteignes le feu. Donc c'est vraiment ça, c'est donner des objectifs et pas forcément le moyen de les atteindre. Ça, c'est aux gens de décider qu'est-ce qui est le plus pertinent sur le moment. Si tu donnes des instructions aux gens, tu crées une dépendance. Alors que si tu leur donnes un but, un objectif, après, tu peux leur donner la responsabilité de trouver des solutions. Exactement. Ça, c'est un truc, ça paraît simple, c'est par défaut, si je dis pas non, c'est oui. Donc plutôt qu'aller systématiquement demander au chef, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, par défaut, c'est oui. Et voilà. Vaut mieux se tromper, c'était quoi ton expression? Vaut mieux demander pardon dire pardon que demander la permission. Okay. Effectivement. Alors, il y a vachement par contre, il y a vachement de transparence, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec lui disent exactement ce qu'ils ont l'intention de faire, etc. Ce qui permet de temps en temps, avec son expertise, avec sa vision centralisée, etc., de pouvoir dire non, peut-être, qu'est-ce que tu en penses? C'est une mauvaise idée, machin. Mais effectivement, par défaut, les gens ne sont pas bloqués, quoi. Et ensuite, créer de l'espace pour penser, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Si les gens n'ont pas d'espace pour s'exprimer, forcément, ils vont se fermer et rester toujours en mode follower. Dans leur process. Il dit, c'est super important quand on est manager, c'est de fermer sa mouille. C'est-à-dire que de ne pas s'exprimer trop tôt, parce qu'en fait, c'est très difficile d'aller contre le frame, la vision projetée d'entrée de jeu, d'emblée par le manager. Donc ça, si vous êtes à une poste de responsabilité, il y a un silence à avoir pour permettre cette réflexion, cet espace. On a tous ce défaut dans nos équipes, on a un super tech lead ou un gars qui est super bon dans un truc, s'il débarque dans une réunion, dit moi je pense qu'il faut faire comme ça le premier, on se dit tous ouais c'est ça la bonne idée. Et en fait on va pas se dire attends je réfléchis par moi-même, je propose une solution, etc. On se dit ouais le super tech lead il a dit ça, c'est qu'il doit avoir raison. Et donc du coup là c'est laisser les gens parler en premier. C'est ça. Pour activer un peu que ce ne soit pas que des suiveurs, qu'on ne soit pas tous des suiveurs et suiveuses. Et après, une autre leçon de son livre, c'est ça va être pire avant d'être mieux. C'est-à-dire que tous ces changements, forcément, c'est difficile à opérer parce que en fait, les gens, ils aiment bien changer, mais ils n'aiment pas être changés. Et du coup, faut s'attendre, quand on met en place des pratiques, que ça soit un peu difficile au début. C'est un peu comme pour les entreprises libérées, etc. Même si on a l'impression que ça va dans un sens qui nous paraît intéressant, il y a des gens pour qui ça ne va pas être évident du tout, et ça peut être un stress énorme. Donc voilà, on va parler un peu de ça. Du coup, c'est peut-être une transition pour parler d'Agicap. Moi, quand je suis arrivé chez Agicap, je me suis dit, cool, j'ai un peu les clés du camion en tant que VP of Engineering. Il y a Lucas, le CTO, qui est au-dessus, mais toute la partie opérationnelle, etc., je vais pouvoir m'en occuper. Du coup, je vais pouvoir faire des propositions et pouvoir activer un peu cette approche-là pour favoriser l'autonomie. Lucas m'avait déjà dit que l'autonomie, c'était un truc très important chez Agicap, donc qu'il fallait surtout pas le... Donc c'est en partie ce qui m'avait séduit, mais en même temps, tout le monde raconte ce bullshit. Enfin, moi, je sais pas si vous avez vu ça dans toutes les entreprises. Nous, on veut donner l'autonomie, du sens aux gens, aux équipes. Moi, c'est à peu près la seule fois où je l'ai vraiment vu, deuxième fois, peut-être, en 24 ans. Donc, j'ai peut-être pas eu de chance, mais... Donc voilà, j'arrive, je fais le tour du sous-marin, je regarde un peu tout le monde, comment les gens travaillent et tout. Au début, je suis assez impressionné, vraiment très impressionné par la capacité de scaler, c'est-à-dire d'accueillir, de recruter, d'accueillir des personnes. Parfois, il y a des semaines où c'était 11 personnes qui débarquent, 30, c'est toutes les semaines, quoi. Il y avait pas que pour la tech, hein, mais voilà. La qualité des collègues, l'intérêt pour le domaine driven design et le fait qu'on n'ait pas besoin de vendre la structure, le fait qu'on en fasse, etc. C'est des trucs qui sont hyper intéressants. La proximité aussi avec le produit. Je me dis, ça, c'est des super bases de travail, ça va être cool, ça va être facile. Et puis, à un moment donné, en fait, je vois quelques petits trucs qui me font dire,
à mon avis, là, si j'applique les techniques et un peu l'approche Turn the Ship Around en état, je pense que je vais créer un monstre. Un monstre, carrément, t'abuses pas un peu? C'est pas mon genre d'exagérer, tu me connais. Non, non, non. Mais en fait, non. Je me dis, c'est une start-up qui est en train de devenir une scale-up, une start-up à succès, donc tout va bien, etc., etc. Ça commence à tirer un peu parce que quand on recrute à ce point, bah, en termes de culture, en termes de cohérence, etc., c'est un enjeu. Donc du coup, les gens commencent à se dire, bah, c'était mieux avant. Pour certains, ce qui était là au début, là ça grossit. Le CTO Lucas que je voyais on était sur le même bureau avant, bah, il est un peu plus loin. Est-ce que j'ai gardé cette proximité? Donc il y a des gens pour qui c'est vraiment pas un crève-cœur, mais c'est voilà, ils sont vraiment très fortement réticents au changement. Et donc bah, je me dis. Là, le syndrome, c'était mieux avant. Si je leur donne les clés du camion, on va aller dans le mur, quoi. Enfin, on va aller dans retour vers le passé ou vers le futur. Enfin, ça va être un peu compliqué. On va pas réussir à scaler, et c'est un peu pour ça que je suis arrivé. Donc, ça va être compliqué. Et puis, ce qui m'a surpris par rapport à une précédente vie, c'est que moi, je m'attendais à ce que le changement, ce soit plutôt au niveau de Lucas, tu vois, le CTO, ou des dirigeants. Quand on a créé un truc qui marche très bien, c'est difficile de se dire qu'il faut changer beaucoup de choses. Parce qu'on a une recette du succès, etc. Donc il faut des gens vraiment intelligents pour se dire, bah, c'est pas le même braquet, il faut qu'on change de façon de travailler, de communiquer, de collaborer, etc. Bon, heureusement, bah, ça a été super du côté de Lucas, du côté des cofondateurs, etc. Ça, c'était, bah, en gros, tu fais ce que tu veux, quoi, en gros. Voilà. Par contre, c'est la première fois que c'est côté équipe de dev. D'habitude, dans toutes les structures que j'avais connues, c'était la structure qui imposait aux devs de tu fais pas ça, tu fais pas ci. Et nous, on voulait bouger les lignes, on voulait un peu faire des trucs. Et voilà, on était confrontés à des murs. Là, c'est vraiment une aversion au changement de la part de certaines personnes qui était très forte. Et donc, pour un exemple, là, dans une précédente vie, dans une grande boîte qui fait de l'asset management, il y a le DSI qui était persuadé que tous les devs étaient nuls. Alors que pour lui, à son époque, quand ils étaient 4-5, bah, ils arrivaient à faire à digérer un nouveau produit financier dans leur système en 3 heures, une demi-journée. Il y a un peu de biais de rétrospection parfois dans son truc, mais et là, il fallait 2 semaines pour machin. Sauf qu'il y avait 70 personnes à la tech, c'était genre 6 ans de legacy. Et quand je te parle de legacy, je te parle d'un truc, c'était chaud. Moi, j'en ai vu des legacy. Hein. T'as un exemple? Mais ouais, un exemple. Par exemple, la base de données. Comme lui, il voulait tout le temps les fonds de balle. On verra après. Shortcut. Il n'y a jamais eu de migration de données dans sa base de données. Ce qui fait que pour aller lire les tuples, les lignes dans la base de données, il fallait se baser sur la date d'insertion pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans telle colonne. C'est-à-dire que comment je désérialise mon tuple, parce que comme il n'y avait jamais eu une migration, bah, à la base, elle contenait des données vintage, des données machin, et donc voilà, donc c'était l'enfer, le code était truffé de if, c'est telle année, alors je désérialise ça, et dans cette colonne, il y a un nom, dans cette colonne, il y a une adresse, enfin bref. Donc, bon legacy, tu m'étonnes qu'il faille 2 semaines pour ajouter un nouveau truc, enfin voilà quoi. Et donc, je m'attendais plus à ce genre de réticence de la part de quelqu'un qui... ben non, c'est pas le cas. En fait, grosso modo, nous, chez Agicap, on n'était plus tout à fait une start-up, et pas encore une scale-up super efficace, on était en devenir, et... Moi, ça ne me choquait pas parce que c'est pour ça que j'étais venu. Mais il y a des gens pour qui c'était non, j'ai envie de rester une start-up. Quoi. Et une fois que tu as vu ça, tu as eu envie de faire quoi? C'était quoi ton plan d'action? Ah bah, tu me connais, je me suis fait un petit miro, parce que moi je suis très visuel, et je me suis dit, bah, tiens, on va faire un petit plan d'action. Bon, faire le tour du sous-marin, c'est fait. Établir le diagnostic, j'avais les idées à peu près claires sur quelques trucs. Préparer le terrain, donc là, c'est faire du change management. Alors, il y a des gens qui étaient plus ou moins rugueux. Hein. Il y a des gens, c'est très frontal, donc c'est super facile. Dès le début, ils disent non, c'est de la merde, faut pas faire comme ci, faut faire comme ça, c'était mieux avant et tout. Donc ça, c'est cool. Et les gens, c'est un peu plus larvé, c'est un peu plus en coulisses, derrière les rideaux que ça se passe, ça se trame. Oui, devant, et en fait, derrière, il y a une réticence. Moi, j'avais fait une dizaine d'années de change management pour des clients, etc. Donc, ça m'a pas impressionné, mais je me suis dit, il y a du boulot. Donc, ce boulot-là, c'est de préparer le terrain, donc d'accompagner celles et ceux qui ont du mal à changer, à voir comment je peux les accompagner, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qu'ils vont peur de regretter, etc. Et travailler avec ça. Si ça marche pas, vraiment, c'est de trouver un emplacement ou des endroits où, alors chez nous, on a de la chance, on a des startups dans la startup, c'est-à-dire qu'on lance des product lines, et du coup, une nouvelle product line, c'est l'occasion de remettre en mode MVP.
et d'attaquer sans les process ou les façons de faire qu'il y a dans la product line historique, par exemple, ce qui permet de ne pas prendre tous les risques quand on veut valider un produit, un marché, etc. Donc, de leur proposer de se déplacer dans un mode qu'ils vont retrouver, c'est des start-upers survivalistes, quoi. C'est-à-dire que de leur propre terme, ils sont construits dans un contexte où n'importe quelle erreur peut planter la boîte. Et donc, la relation au changement, au risque, etc., elle est complètement différente que lorsqu'on est dans une scale-up. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc voilà, c'est les accompagner là-dedans. Et puis après, c'est de commencer à expérimenter le rapport à l'autonomie avec tout le monde. Et justement, peut-être qu'on peut un peu parler de ce qu'on a pu expérimenter chez nous, parce que je pense que c'est ça ce qui vous intéresse. C'est ce qu'on a pu mettre en place et tester. Yes. Donc effectivement, là on en est, on est à 2 doigts de pouvoir vraiment lancer la stratégie d'autonomie à fond, parce que les premiers signes sont super intéressants. Qu'est-ce qu'on a pu expérimenter? Alors, DDD, Domain Driven Design, c'est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une approche de conception et de développement logiciel qui nous fait mettre le cœur métier, le métier au cœur de tout ce qu'on fait. De notre code, de nos modèles de données, de nos modèles d'échange, de nos mails, de tout. Enfin, voilà, on essaie d'être aligné le plus possible par rapport au métier, d'essayer de mieux le comprendre, d'essayer de... c'est Eric Evans qui a inventé cette approche, et c'est Bruno qui en parlait hier dans sa conférence. Un des objectifs d'Eric, c'était de faire en sorte que des équipes qui aillent très vite dans une grande banque ne soient pas ralenties par les autres, et que tout le monde arrive à travailler en bonne intelligence. Et donc il y a tout un pan stratégique dans le domaine de design, où on parle vraiment d'architecture fonctionnelle, et on parle d'organisation aussi. On parle de guide de survie pour survivre si d'autres équipes ne travaillent pas comme nous, n'ont pas les mêmes contraintes, n'ont pas les mêmes approches, etc., etc. Donc ça tombait bien, parce que chez Agicap, tout le monde était déjà fan du domaine driven design, donc c'était un point commun qu'on avait, y compris côté produit. Donc on a bien expérimenté ça pour... rendre les gens autonomes, c'est-à-dire pour bien délimiter ce qu'on appelle les bounded contextes, c'est-à-dire des contextes métiers, qui, quand il y a un truc qui change, les motivations pour ce changement sont liées à ce contexte-là. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'impacter tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est ce qui permet, en alignant les équipes sur ces bounded contextes, de scaler et de faire en sorte qu'on ne se marche pas sur la même code base, qu'on ne se marche pas sur les pieds, et que chacun travaille sur des sujets bien précis. Et justement, une fois qu'on a fait ça, il fallait aligner le code avec ce qui avait été dessiné. Et du coup, en fait, chez Agicap, on a une partie du code qui est encore sous forme de monolithe. Et donc, du coup, il y a une initiative, c'est le split du monolithe. Donc, c'est vraiment de le rendre modularisable. Pas forcément le découper et le mettre dans des microservices, ça c'est pas l'objectif, mais vraiment au moins de le modulariser au niveau du code par rapport au bout de contexte qu'on avait établi. Et comme ça rend les équipes beaucoup plus autonomes. Et du coup, ça s'est fait un peu de manière naturelle au final, une fois que les ateliers de DDD avaient été faits, qu'il y avait vraiment les contextes maps qui étaient définis et que tout le monde était plutôt d'accord sur ceci, les équipes se sont dit, allez, c'est parti, on y va, on découpe, on sort les tests qui ne sont pas au bon endroit. Enfin, vraiment, on modularise et comme ça, on pourra être plus autonome. Et ça s'est fait en complète autonomie. Et même de la Living Doc qui a été toute une initiative de construire d'outils, etc. Là, vous voyez un résultat à droite. Pour qu'en gros, on puisse avoir à tout moment la représentation visuelle de ce qu'on a dans notre code base et les dépendances entre les bounded de contexte ou pas. Aujourd'hui, c'est dans le même process, le même monolithe, mais l'idée, c'est qu'on range un peu notre chambre, un peu tous et toutes là, et qu'on travaille chacun sur des parties spécifiques. Un truc qu'on a essayé, qui était vraiment... C'est là où je me suis dit... J'ai eu des doutes au début sur la réticence au changement. Et en fait, ce qui m'a vraiment réconforté, qui m'a dit non, il faut continuer, ça va dans le bon sens et il y a un potentiel de dingue, c'est Christmas Refactoring. Christmas Refactoring, c'était de se dire en fin d'année, allez, on va se prendre... Alors, chez Agicap, il y a 20% du temps de chaque dev qui est consacré à des sujets techniques, à, en gros, ce qu'on veut faire. Là, l'idée, c'était de se dire, on se prend 1 mois, 3 semaines, 1 mois, et on arrête de développer des nouvelles features, on arrête de pousser de nouvelles features, et on va faire toute la remédiation, replatforming, mitigation des techniques, alignement par rapport au context map, etc., dans notre code base. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait un whiteboard Miro. C'est quoi nos pain points? Tac, 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 tac. C'est quoi nos plus grosses zones de souffrance par rapport au code et à l'architecture? On a fait voter un peu tout le monde a voté, on a priorisé 3 gros sujets, et ensuite, pendant ces
3 semaines et demie, presque un mois, ben, les équipes n'existaient plus. C'est-à-dire que chacun pouvait aller rejoindre le groupe de travail sur le sujet qui l'intéressait. Et bah, tout le monde a travaillé comme ça sur des sujets. Donc, il y avait un, c'était Split du monolithe. D'autres, c'était sur... les traductions dynamiques. C'est ça. On avait un outil qui s'appelait Fraise. Et il fallait qu'on recompile le truc pour changer les traductions. Enfin, un truc... voilà. Donc, d'avoir un service de traduction qui serait dynamique, qui nous permette de ne pas avoir à réaliser juste quand on s'est trompé sur une version en allemand, par exemple. Ouais. Le continuous delivery aussi, on a pas mal travaillé là-dessus. Ouais, et on a encore pas mal de boulot, mais ça avance bien, effectivement. Et donc voilà, ce Christmas Refactoring, moi, je me suis dit, j'étais épaté par le nombre de... Alors, il y avait plein de gens qui disaient, oh là là, mais ça manque de structure, là, on ne sait plus, il faudrait que quelqu'un vraiment donne l'ordre de machin pour nous autoriser à, etc. Et moi, je leur dis, non, non, mais vous vous démerdez. Voilà. Et en gros, ça a pris il y a eu deux jours, on va dire, un peu de tâtonnement, et après, ça a pris un truc de dingue. Moi, j'ai été très, très impressionné par la qualité de ce qui a été produit. Il y a même des outils de stress test qui nous ont été utiles après quand on a migré d'Azure à GCP. Enfin, on a eu des trucs vraiment géniaux qui sont sortis de ces 3 semaines. Ouais. Et puis pour les devs, c'était vraiment sympa parce qu'on a pu travailler avec des gens qui n'étaient pas forcément dans notre squad. Donc ça, c'était cool. Ça permettait de rencontrer un peu, de travailler sur un sujet sur lequel on avait envie de travailler. Et aussi, pour les produits, c'était vraiment bien parce que ça leur a permis de souffler, de se poser un peu et de dire, de plus être vraiment dans la pression de toujours faire des stories, des stories, des stories. Donc ils ont pu un peu prendre les gros sujets et eux travailler dessus de manière sereine sans gérer en plus les équipes de dev au quotidien, quoi. Sans alimenter les équipes de dev en story, en machin, en truc, ça a permis à tout le monde de lever un peu la tête. Je sais pas, on est dans un métier où... quand on a tout le temps la tête dans le guidon, quand on rush, moi c'est le sustainable pace, le rythme soutenable d'XP auquel je crois beaucoup. On a besoin de lever la tête, on a besoin de respirer, on a besoin de prendre du recul, et produit encore plus, je pense que côté dev aussi. Et donc ça nous a permis de faire ça, et c'était vraiment génial. Après, une autre initiative qu'on est en train de tester chez nous, c'est les OKR, donc objectifs qui résultent. C'est un peu la mode en ce moment, mais en fait l'idée, ça revient à ce que disait David Marquet sur donner des objectifs et pas des procédures. Bah là, c'est un peu ça, mais c'est de manière court terme. Donc on donne des objectifs aux équipes tech, donc on en a 3 ou 4, je ne sais plus. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, bah voilà, ce qui est important pour nous sur ce trimestre, c'est vraiment ça. Et après, on donne un key result, donc c'est une mesure, quelque chose qui est mesurable, mais on ne dit surtout pas comment le faire. Et après, c'est aux équipes de s'organiser pour atteindre ces objectifs avec un moyen de le mesurer qui est assez simple et qui est représentatif. Alors après, l'objectif, c'est par exemple, si on dit on est à une livraison toutes les 2 semaines, on passe à 2 livraisons par semaine. Si on passe à 3, c'est bien. Si on passe à 1, c'est bien aussi. C'est vraiment une idée de comment mesurer ça. Et c'est surtout, c'est pour vraiment à court terme dire, OK, là, vraiment, il faut se concentrer sur ça. Et pour les 3 mois à venir, c'est ça où il faut mettre le plus d'énergie. Le plus d'énergie. Mais sans dire comment faire. Juste, c'est là la cible. Donc, toujours pareil, donner des objectifs, mais pas de procédure. Exactement. Un autre truc aussi qu'on a démarré il y a pas longtemps, c'est les guildes. Du coup, les guildes, c'est un peu la continuité du Christmas Refactoring. En fait, comme le disait Thomas, on a 20% de notre temps qui est dédié à des tâches techniques. Et en fait, c'était un peu des tâches techniques que les équipes voulaient faire, mais ils ne savaient pas trop quoi. Puis en fait, on voyait que dans plein d'équipes, il y avait les mêmes tâches techniques qui se mettaient. Du coup, ce n'était pas forcément très efficace. Et puis souvent, on est un peu pris par notre quotidien de vouloir faire des features, de vouloir délivrer de la valeur pour le client. Et du coup, ça passe un peu à la trappe. Donc en fait, l'idée des guildes, c'est... Ouais. Et puis il y avait aussi un autre truc, excuse-moi, je t'interromps. Il y avait, tout le monde voulait de l'autonomie. Mais en fait, il y avait certains tech leads qui, eux, avaient l'autonomie, qui décidaient pour leurs équipes, presque. Et dans les équipes, il n'y avait pas cette autonomie. Enfin, en tout cas, elle n'était pas ressentie pareil. Donc là, la notion de guild, c'est de permettre à tout le monde d'avoir le droit de décider de ce qu'il veut. Il n'y a pas à demander tech lead ou un product manager. Parce que les tâches techniques dans les équipes, elles étaient forcément définies par le tech lead, alors que là, dans la guilde, en fait, c'est tout le monde définit les sujets de la guilde. Donc l'idée, c'est vraiment de se réunir en inter-équipe. Donc là, on en a créé une sur par exemple, toujours le split du monolithe, parce que c'est pas fini. Une sur tout ce qui est continuous delivery, pareil, toujours améliorer nos process pour aller de plus en plus vite. Et sur les API aussi, on a eu la chance d'avoir Julien Topsu qui a fait une conférence sur Etoas, qui a été très regardée chez nous, et ça a motivé plein de gens. Ils se sont dit, ouais, c'est trop bien, on aimerait bien, on fait déjà du DDD, on a envie aussi de mettre du métier au niveau de nos API. Du coup, ils se sont dit, c'est cool, on va faire un peu du Etoas, et du coup, il y a une guilde un peu qui a émergé sur ce sujet autour des API.
Voilà. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, moi, j'ai envie de bosser sur ce sujet-là, donc je ne vais pas attendre qu'un tech lead me donne une tâche, mette une tâche dans mon backlog de ma squad. Je vais aller dans la guilde qui m'intéresse, et les 20% de mon temps, je vais les investir dans cette guilde. Donc soit une journée par semaine, soit 2 jours par sprint, soit 4 jours sur un mois. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, l'idée, c'est d'être autonome et de travailler sur les sujets qu'on aime. Chacun fait comme il veut, mais il y a quand même un enjeu de si tout le monde a envie de pouvoir travailler au même moment par rapport à son truc. Donc là, on est en train de se dire, choisissons une journée dans la semaine. De toute façon, 20%, c'est un jour sur 5. Hein, donc une journée dans la semaine pour travailler sur les guildes. Comme ça, tout le monde peut se synchroniser. Sinon, c'est l'enfer de synchronisation entre les équipes et leurs pratiques. On s'est juste pas mis d'accord sur le jour, mais c'est le jour que vous voulez, et puis après vous me dites, et puis mais une fois que le jour sera décidé, voilà, ce jour-là dans la semaine, disons le jeudi, tout le monde travaillera dans les guildes et pas dans les futurs squads, quoi. C'est ça. Une autre démarche, c'est la démarche SRI, Site Reliability Engineering. Un des trucs qui m'avait gêné quand j'étais arrivé, c'était le rapport à la prod et le rapport au release management de certaines équipes. Et du coup, là, l'idée SRI, donc c'est une façon de faire des ops à la Google. Moi, je vois trois rôles à peu près. Le premier, c'est de co-construire une plateforme avec les devs pour que les devs puissent être autonomes dans leur mise en prod de leur support de prod. Donc, c'est vraiment de la co-construire. Le mode DevOps, c'est Dev et Ops qui travaillent ensemble pour faire cette plateforme qui permettra aux devs d'être autonomes. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de faire du capacity management et c'est de voir avec notre plateforme, elle ne rentre pas dans le mur. En tout cas, on saura quel est le point de rupture et tout. Donc, c'est des stress tests, capacity management, etc. Et c'est de détecter les problèmes avant qu'on les ait vraiment, et si c'est possible. Et troisième point, c'est de faire de l'accompagnement et de faire un peu plus d'architecture, de software engineering tous ensemble. Et donc, c'est de venir faire un rôle de conseil pour que les équipes de dev puissent connaître un peu les contraintes en termes d'ops, en termes d'infra. Nous, on est cloud natif, donc on n'a pas d'infra chez nous, mais on était sur Azure avant, maintenant sur GCP, mais il y a quand même pas mal de choses à savoir quand on est dev pour que ça se passe bien, où c'est dire tiens, tu utilises un ORM, il est hyper chatty avec la base, là ça la met un peu à genoux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire du fine-tuning, pour machin, etc. Donc c'est une démarche moi que je trouve assez intéressante, ça redonne du pouvoir aux équipes de dev qui étaient un peu préservées, elles faisaient beaucoup de features, etc. Et il y avait toute une organisation qui les éloignait peu ou prou un peu du rapport à la réalité de l'infra. Donc là, on est en train de redonner un peu ça. Des fois de manière plus ou moins violente, mais non, mais... Oui, parce que la première fois, quand on dit je suis désolé, la prod, il y a tout qui me gêne, qu'est-ce qui te gêne, machin, etc. Quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'est pas collé à la prod et qu'on ne voit pas les sujets passer, on ne sait pas qu'il y a des soucis, quoi. Surtout s'il y a d'autres gens qui travaillaient un peu dans ton dos pour corriger et faire des trucs. Donc au début, colère, déni, négociation, enfin tout le cycle du changement. Mais on est bien lancé. Voilà. Et puis on a une bonne équipe SRI, donc là c'est un plaisir aussi. Et après, il y a d'autres choses auxquelles on a pensé, mais qu'on n'a pas eu le temps d'expérimenter. On s'est dit, pourquoi aussi pas gérer nos équipes comme on gère un peu nos microservices. Donc pourquoi pas faire du SLA d'équipe. Ça, c'est un truc qu'on pourrait expérimenter. Aussi on fait des contrats d'API, on pourrait faire des contrats aussi de l'équipe par rapport aux autres équipes. Quel est son niveau d'engagement, de réponse et machin. Ouais, faire des contrats sociaux en fait entre équipes, comme on fait des contrats tests entre des services. Donc ça c'est une autre piste qu'on a envie d'explorer. Et aussi du chaos testing d'équipe. Donc dire voilà, cette équipe là, ils sont tous en vacances, ils n'existent plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça continue à marcher? Est-ce qu'on est suffisamment autonome pour s'il y a des sujets qui tombent chez eux, on les récupère? Donc ça c'est des pistes auxquelles on va s'intéresser dans les prochains mois. Après, sur ce sujet de l'autonomie, moi j'ai fait beaucoup de programmation réactive, modèle orienté acteur, etc. Il y a plein de choses aussi, à mon avis, dont on pourrait aller s'inspirer, creuser. Donc on a quelques idées, mais voilà, on va continuer d'expérimenter. Et moi j'aime bien c'est une idée de Pauline que je trouvais intéressante, elle a déformé le principe du Boy Scout. Le principe Boy Scout, c'est rendre un lieu un peu plus propre que dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Toi, c'était quoi? C'était le principe de l'animateur scout, ouais. C'était de se dire rendre les gens plus autonomes que dans l'état dans lequel on les a trouvés, quoi. Donc c'est d'avoir un peu cette idée directrice dans ce qu'on fait. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un dans mon équipe qui m'a dit si t'es un bon manager, c'est que tu sers à rien. C'est ça. Effectivement. Alors, on va peut-être conclure parce qu'il reste plus beaucoup de temps si on veut prendre des questions. Premier point, ça paraît un peu évident, mais l'autonomie, c'est obligatoire quand on hypercroît, quand on grossit, qu'on recrute beaucoup et qu'on attaque beaucoup de gens. Sans ça, ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, c'est assez simple.
Après, la quête d'autonomie, c'est compliqué, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est une route qui est semée d'embûches, mais Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, faut y aller baby step et faut tenter des trucs. Voilà. Même quand vous y croyez plus, parfois, genre 3 jours après, pouf, il y a plein de trucs, des graines que vous avez semées et donc, voilà, faut pas se décourager quand vous pensez que c'est beaucoup de changements à faire. Et puis, enfin, travaillez votre lâcher prise. Hein. Si vous avez des responsabilités dans la structure, etc., faut travailler son lâcher prise. Et en fait, c'est là où les belles choses arrivent, quoi. C'est quand vous faites confiance aux gens et que les choses sont claires aussi dans les objectifs. En fait, il faut donner les informations. Pour que les gens soient autonomes, il faut qu'ils aient les informations à disposition. Si les gens ne savent pas quelle est la stratégie de la boîte, quelles sont les contraintes, etc., là, c'est une usine à perdre. Parce que tout le monde va être frustré. Mais si les informations sont disponibles pour tout le monde, les objectifs aussi, ça permet à celles et ceux qui ont envie de s'en saisir de faire des belles choses. Voilà en gros le truc. Nous, ce qu'on avait envie de dire, c'est qu'on est au début par rapport au projet. C'est-à-dire qu'on a commencé à expérimenter des choses, on a encore plein d'idées. On a envie d'aller vraiment encore plus loin. Pour l'instant, on était sur une phase un peu de stabilisation et on va recommencer à recruter beaucoup. Donc voilà, celles et ceux qui n'auraient pas peur de jouer à cette quête d'autonomie, qui auront envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, c'est un peu la conclusion. Merci. Je vous remercier pour votre attention. Il nous reste un peu moins de 4 minutes pour les questions, si vous en avez. Oui. J'ai une question pour Pauline. Ouais. Donc la question, je la répète pour la vidéo, c'est est-ce que c'est quand on dit qu'on veut laisser les gens plus autonomes qu'on les a trouvés quand on part, est-ce qu'on a des tactiques? C'est ça, oui, c'est un peu ce que je disais, le fait de quand tu as une posture de tech lead, de jamais dire, d'arriver dans une réunion d'architecture et de dire « Ah bah oui, moi je pense que la solution c'est ça », mais toujours laisser les gens, pas galérer, mais s'exprimer, parler en premier. Et vraiment, et même quand tu sais qu'il y a des trucs, bon, c'est pas forcément ce que tu aurais fait, ou c'est pas top, ou tu as déjà eu la chance d'observer ailleurs que ça marchait pas les laisser aller dans le mur, mais pas dire non, faut pas faire ça, dire mais là, t'es sûr, poser des bonnes questions. La technique des 5 pourquoi, par exemple, ça marche super bien. C'est pourquoi tu veux faire ça? T'es sûr? Pourquoi tu veux faire ça? Et tu le fais 5 fois, et en fait, c'est les gens d'eux-mêmes qui vont se dire ah ouais, là, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Mais en fait, il faut vraiment que ça vienne des personnes. Donc c'est ce que dit aussi David Marquet, c'est le I intend to, c'est vraiment j'ai l'intention de faire ça, et là tu vas dire oui, mais tu dis pas fais ça. Voilà, ça c'est une des techniques, enfin plusieurs techniques. Et c'est dur parfois, quand tu as de l'expertise sur un sujet, moi le continuous delivery, bon c'est le sujet, je ne veux plus le faire, ça fait tellement longtemps que je le fais pour des clients, etc. Et au début, je disais, on va pas perdre de temps, allez les amis, je sais comment on fait, alors on va faire ça, les features toggle, les machins, on va y aller dans ce sens-là. Et en fait, c'était un peu violent, je pense. Et donc là, je me suis dit, wow, calme-toi, même si je suis enthousiaste et que c'est un sujet que je connais bien, et laisse-les expérimenter, donne-les juste les objectifs, et puis arrête de dire, allons plutôt à droite, allons plutôt à gauche. Donc moi, quand je parlais de lâcher prise, c'était un des premiers trucs que j'ai dû apprendre à faire. Dernière question? Alors peut-être, on peut savoir qui a gagné, Bruno? Qui a gagné? Qui? Aurélie Martin. Eh ben super Aurélie, donc le bouquin est pour toi. Merci à toi. Merci. Il ne reste plus qu'à vous dire bonne fin de conférence, kiffez bien Devox. Salut.